Hey vous! J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche pour vous parler de cinéma, pour vous parler de films et plus précisément pour vous présenter les 5 derniers films que j'ai vus au cinéma et que j'ai vraiment adoré de chez Adoré, et certains sont vraiment des pépites de chez Pépites, voire même des chefs-d'œuvre. Mais avant de vous présenter ces 5 films, eh bien vous savez ce que je vais dire. Générique! Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les 5 derniers films que j'ai vus depuis Les Gardiens de la Galaxie volume 3 que j'ai vu au mois de mai. J'ai déjà fait une petite chronique sur ma chaîne YouTube, donc si vous avez envie de connaître mon avis, la vidéo s'affiche juste ici. Et donc je vais vous présenter les films que j'ai vus à partir des Gardiens de la Galaxie volume 3, qui est clairement un film incroyable. Vraiment l'un des meilleurs films du MCU. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, mais regardez-le. Bon, je pense qu'il n'est plus à l'affiche, mais regardez-le, franchement, parce que incroyable. À la 5e position, Élémentaire par Peterson, le tout dernier des studios Pixar. Dans la ville d'Element City, le feu, l'eau, la terre et l'air vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est ici que réside Flamme, une jeune femme intrépide et vive d'esprit au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme. L'amitié qu'ils se portent remet en question les croyances de Flamme sur le monde dans lequel ils vivent. Ce dernier film Pixar, bon, je vais pas y aller par 4 chemins, je l'ai vraiment beaucoup aimé, aussi bien visuellement que scénaristiquement. Après, clairement, il ne détrône pas les films Pixar que j'aime par-dessus tout, comme les films Toy Story, comme Coco, comme Là-haut. D'ailleurs, petite parenthèse, sachez qu'au tout début, avant en fait Élémentaire, vous avez le droit à un court-métrage inédit sur Carl, et franchement, ça m'a fait trop plaisir de retrouver ce personnage que j'aime tant, que l'on voit bien sûr dans Là-haut. Donc petit bonus qui vient avant Élémentaire, qui est carrément hyper agréable et qui m'a vraiment bien plu. Donc concernant Élémentaire, ce n'est vraiment pas mon film préféré chez Pixar, parce que voilà, Toy Story, parce que Là-haut, parce que Coco, parce que voilà, il y a plein d'autres films qui me font vibrer plus que Élémentaire, mais sachez que j'ai vraiment passé un très bon moment. Déjà pour commencer, le point fort de ce film, c'est sa beauté. Visuellement, il est canon, il est vraiment magnifique. Déjà, les dessins sont extrêmement bien faits, c'est vraiment fluide au niveau animation, et au niveau de la colorimétrie, franchement, pépite. Scénaristiquement, franchement, je trouve que le scénario tient vraiment la route. Bon, après, ce n'est clairement pas une histoire qui est hyper méga originale comme on peut par exemple retrouver dans Là-haut ou encore dans Coco ou Toy Story, mais voilà. J'ai beaucoup aimé le scénario. C'est vrai que c'est une histoire une romance entre deux personnes qui ne peuvent pas être ensemble, puisque Flack est constitué d'eau et Flamme est constitué de feu. Donc voilà, l'eau et le feu, ça ne va pas du tout ensemble. Donc forcément, voilà, on a affaire à une romance un petit peu interdite. Deux personnes qui ne sont pas destinées ensemble, et en même temps, Flamme doit reprendre le flambeau, petit jeu de mots, doit reprendre la suite du magasin de son père. Enfin voilà, et puis en même temps, il y a une histoire par rapport à la ville, etc. Donc c'est vrai que ce n'est pas une histoire qui est hyper méga originale, mais quand même elle a ses petites touches d'originalité par-ci par-là. Ce que j'ai aussi vraiment beaucoup aimé, c'est que ce film prône la différence, prône l'acceptation d'autrui, des différences d'autrui, aussi l'acceptation de soi, et aussi ce film prône de faire ce qu'on veut dans la vie, puisque Flamme, elle, n'aspire pas la même chose que ses parents, et voilà, le but c'est de faire ce que vous voulez dans la vie, et si vous en avez vraiment envie et que ça n'impacte pas, on va dire, la vie des autres, eh bien why not? Vous n'avez qu'une seule vie. Les personnages, je les ai vraiment adorés. Petite mention spéciale à Flack qui a sa sensibilité que j'ai vraiment adorée. Flamme, je me suis un tout petit peu moins attachée à elle, et c'est à cause du doublage. Oui, parce qu'en fait, c'est ça mon petit bémol par rapport à Élémentaire, c'est le doublage. Nous avons donc Adèle, j'ai jamais su comment prononcer son nom, Adèle Exarchopoulos, c'est ça, qui donc est la voix de Flamme, et nous avons Vincent Lacoste qui est la voix de Flack. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux personnes-là sont des acteurs dans la vraie vie. On les a vus dans plein de films, notamment Adèle Exarchopoulos, on l'a vu dans La vie d'Adèle notamment. Et c'est vrai que je suis un petit peu déçue dans ce sens-là. Je n'y arrivais pas avec la voix d'Adèle qui, je trouve, ne matchait pas vraiment avec la voix, avec le personnage de Flamme. Autant pour Vincent Lacoste qui double Flack, ça a été à peu près. Mais c'est vrai qu'en
somme je trouve ça dommage en fait qu'ils fassent pas appel à des comédiens de doublage pour ces films là, parce que voilà ils préfèrent faire appel à des personnes connues dans le monde de l'acting, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'en France on a énormément d'acteurs, de comédiens de doublage qui sont excellents et qui pour moi, on a la chance d'avoir une version française mais juste richissime, donc c'est vrai que c'est dommage de faire appel à des acteurs plutôt qu'à des comédiens de doublage, voilà pour mon petit bémol, mais sinon en somme c'est vraiment un film que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui visuellement est magnifique. À la 4e position, je dirais The Haunted Mansion, donc le manoir hanté par Justin Simien, le tout dernier des studios Disney. Inspiré de l'attraction mythique des parcs Disneyland, le manoir hanté raconte l'histoire d'une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison. Vous le savez, je suis une très grande férue de l'attraction Phantom Manor et je rêverais un jour de faire les attractions Haunted Mansion, notamment dans les parcs américains. Et c'est vrai que vous le savez, hein, je vous parle régulièrement, tous les Halloween, je vous parle du fameux manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy, qui a été donc un film sorti en 2003 qui s'inspire donc de l'attraction Haunted Mansion. Donc voilà, c'est un peu ma Madeleine de Proust, j'ai envie de dire, concernant les films d'Halloween. Donc vous savez que c'est un peu ma passion et j'adore Phantom Manor à Disneyland Paris. Enfin bref, je me devais d'aller voir ce film et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien pour tout vous avouer, au départ j'avais quand même un petit peu d'appréhension parce que j'avais peur que ce film soit une pâle copie du manoir hanté et les 999 fantômes, mais en moins bien, où j'avais peur aussi que ça dénature ce film que j'aime tant, alors qu'en fait pas du tout, plus de peur que de mal. Parce que malgré que ce film soit un reboot, eh bien clairement il n'écrase pas la première version de 2003, au contraire, je trouve que c'est complètement différent, voilà, c'est deux films qu'on ne peut pas comparer. Ce que j'ai adoré, c'est qu'étant fan de l'attraction Phantom Manor à Disneyland Paris, j'ai trouvé plein d'easter eggs avec mon chéri, on a trouvé plein d'easter eggs tout au long du film et ça clairement ça fait trop plaisir. Dans ce film on se retrouve en immersion totale dans ce fameux manoir et c'est un pur plaisir aussi bien pour les yeux, aussi bien pour les oreilles, j'ai beaucoup aimé la bande son aussi. Alors sachez que c'est à partir de 10 ans, peut-être que certains moments pourraient être plus effrayants que d'autres, mais en somme c'est quand même un film tout public. Le casting est vraiment excellent, l'humour est bien dosé, le scénario tient la route, bien qu'il soit un petit peu prévisible par moments, je trouve qu'il tient en somme la route. Et puis voilà, la bande son, tout en fait, je trouve que ça colle parfaitement à l'univers et étant fan de cette période d'Halloween, étant fan du premier film de 2023 de 2003, ah d'ailleurs il est sorti 20 ans, pratiquement jour pour jour, 20 ans après, ouais bref on s'en fout, mais tout ça pour dire que voilà, étant une férue de la période d'Halloween, étant une férue de ce genre de film, clairement j'ai passé un super bon moment. Alors après sachez qu'il n'a pas détrôné le manoir hanté et les 999 fantômes dans mon cœur parce que c'est le premier, nostalgie de mon enfance, tout ça, mais voilà, en somme j'ai passé un super bon moment. À la 3e position, Barbie, le film. Parallèlement au monde réel, il existe Barbieland, un monde parfait où les poupées Barbie vivent joyeusement, persuadées d'avoir rendu les filles humaines heureuses. Mais un jour, une Barbie commence à se poser des questions et à devenir humaine. Sur les conseils d'une Barbie bizarre, elle part pour le monde réel afin de retrouver la fille à laquelle elle appartenait, afin de pouvoir retrouver sa perfection. Dans sa quête, elle est accompagnée par un Ken fou amoureux d'elle qui va également trouver un sens à sa vie dans le monde réel. Ce film n'est pas qu'une simple histoire de jouets, pas qu'une simple histoire de poupée Barbie. Ça va bien au-delà, puisque ce film prône le féminisme, dénonce le patriarcat et également les conditions ainsi que la place des femmes au sein de la société actuelle. Ce film montre également que quand on est une petite fille, on jouait aux poupées Barbie et ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que pour ma part, j'ai joué des heures et des heures aux poupées Barbie, que ce soit seule ou encore avec ma grande sœur, et franchement ouais, on y a joué mais des tas d'heures, mais un truc de fou, on avait une tripotée de Barbie et de vêtements et d'accessoires, enfin bref, merci à nos parents, merci à notre entourage de nous avoir offert tout ça parce que c'est vrai qu'on a eu vraiment cette chance d'avoir eu plein de poupées Barbie et c'est vrai que ce film montre justement que quand on est une petite fille, grâce à Barbie on s'imagine que plus tard, voilà, en étant plus grande, on pourra faire ce qu'on veut, etc. Et puis finalement on se rend compte qu'en grandissant, la place de la femme n'est pas vraiment la même, pas du tout. La réalité de la société nous rattrape finalement et c'est ça que ce film met en lumière
lumière puisque Barbie se rend compte que le monde, la société actuelle est bien loin de Barbieland. Ce film prône la tolérance, l'acceptation de soi et met justement, comme je vous l'ai dit, en lumière les conditions ainsi que la place de la femme au sein de la société actuelle, et c'est ça que j'ai vraiment kiffé parce que on voit trop peu de films sur ce sujet et je trouve ça bien qu'un film aussi connu, parce que oui, il a atteint le milliard au box-office, le milliard, c'est juste incroyable. Et bien justement voilà, que ce genre de film aussi connu mette en lumière ce genre de thème là, je trouve ça juste trop bien et j'espère que ça va éveiller les consciences. On devrait clairement voir beaucoup plus de films de ce genre au cinéma, voir ce thème féministe abordé au cinéma. Bon après Greta Gerwig qui est donc la réalisatrice de ce film, c'est clairement son genre de film. Ce film a aussi un excellent casting, on a Margot Robbie qui est vraiment parfaite encore une fois, et ce qui est dingue c'est que comme Johnny Depp, elle a cette faculté de nous faire oublier ses précédents rôles. Oui, on oublie en fait finalement, elle joue tellement bien Barbie stéréotypée qu'on oublie que dans d'autres films elle a joué une Harley Quinn déjantée. Ouais, elle peut tout jouer Margot Robbie et elle est incroyable. Nous avons également Ryan Gosling qui joue le rôle de Ken mais vraiment à la perfection, ça lui va comme un gant. Il y a également America Ferrera qui jouait le rôle de qui a été découverte d'ailleurs dans la série Ugly Betty, et à un moment donné elle fait un monologue, j'ai trop kiffé, j'avais même eu envie d'applaudir tellement ce qu'elle disait, c'était rempli de vérité. Les décors, les costumes, bienvenue à Barbieland. Franchement Barbieland est extrêmement bien fait, on a l'impression que, en fait j'avais l'impression que mes jouets de Barbie étaient clairement à l'écran. Franchement les décors sont incroyables, les costumes sont incroyables, la mise en scène aussi, la bande son franchement elle est oufissime avec Dua Lipa ou encore Billie Eilish. D'ailleurs au moment où elle a chanté cette musique où on voit justement la créatrice de Barbie, franchement c'est... je coulais, voilà, ça coulait tout seul. Oui, j'ai pleuré parce qu'il y a il y a aussi comment dire, c'est aussi un film qui est émouvant, en plus d'éveiller les consciences, c'est émouvant, c'est drôle aussi, parce que oui, c'est un film qu'il faut quand même pas mal prendre dans sa majorité au deuxième degré, mais franchement ça fonctionne parfaitement bien. En plus, l'histoire se passe à Los Angeles et aussi à Venice Beach. Bon, par contre, je suis pas trop d'accord avec ça, puisque Venice Beach, je vous invite à aller voir mon vlog qui s'affiche juste ici. Venice Beach, c'est clairement pas comme dans le film Barbie. Au niveau physique de Venice Beach, c'est pas trop pareil, j'ai envie de dire. C'est plus... ouais, c'est quand même très différent. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en somme, j'ai passé un super bon moment, c'est émouvant, c'est drôle, c'est beau visuellement, les acteurs sont excellents, la bande son, elle est génialissime, enfin bref, je vous conseille ce film qui prône le féminisme et qui a vraiment raison. À la deuxième place, je dirais Spider-Man Across the Spider-Verse. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargés d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus. Bon sang que c'est une dinguerie ce film, c'est une dinguerie. C'est vraiment un chef-d'œuvre de l'animation qui est ouf du début jusqu'à la fin. Si vous me suivez sur ma chaîne depuis longtemps, vous savez que le premier film, donc Spider-Man New Generation, donc en français, sinon c'était Into the Spider-Verse en anglais, bref, vous savez que ce film fait partie de mes films d'animation préférés. Bah là, sachez que ce deuxième film là, cette suite, elle est clairement 10 crans au-dessus. Chose que j'aurais imaginé inconcevable étant donné la passion que j'avais pour le premier. Et bien là clairement c'est 1000 fois plus incroyable, 1000 fois plus intense, 1000 fois plus dingue, 1000 fois plus ouf. C'est un chef-d'œuvre aussi bien audiovisuellement que scénaristiquement. Déjà audio parce que la bande son, franchement, je kiffe, mais je kiffe la bande son. Visuellement c'est une claque, mais c'est une claque, c'est sublime, c'est coloré, c'est un plaisir pour les yeux. On a justement cette animation, ce coup de crayon qui rend vraiment hommage aux comics, aux dessinateurs et à leurs illustrations. Franchement c'est une beauté pour les yeux. Scénaristiquement c'est extrêmement bien ficelé à tel point qu'en fait les scénaristes ils ont pensé à tout. En fait à un moment donné
tout est lié. On voit que tous les Spider-Man sont liés, que ce soit la version de Tobey Maguire, que ce soit la version d'Andrew Garfield ou encore celle de Tom Holland, tout est lié avec la version aussi de Miles Morales et c'est un truc de dingue en fait. On se rend compte que les scénaristes se sont vraiment penchés dessus et que en fait tout est lié et ça j'adore quand il y a des crossovers comme ça, je kiffe. Le multiverse, clairement, il est parfaitement bien maîtrisé et selon moi c'est le meilleur film de multiverse à ce jour, mais vraiment. En plus de ça, on a la chance dans ce film de voir les différents Spider-Man suivant les différentes temporalités, tout ça, je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler bien évidemment, mais franchement c'est cohérent, c'est captivant, c'est intéressant, c'est hyper bien ficelé et ça tient la route du début jusqu'à la fin. Et la fin, non mais la fin, sincèrement la fin, c'est tellement un cliffhanger de malade mental que j'ai trop hâte de voir la suite, mais vraiment, mais trop hâte. Et si ça continue comme ça, je pense que le troisième sera 10 crans encore plus au-dessus s'il continue sur cette lignée. Et puis Miles, parlons-en de Miles, le personnage principal, franchement, moi je l'adore Miles. Il a clairement sa place dans cette union des Spider-Man et clairement je me dis d'un côté, j'ai hâte de voir ce troisième film et d'un côté, j'espère que ça sera pas la fin des histoires, des aventures de Miles Morales parce qu'il mériterait mais des tas et des tas d'autres histoires en plus. Et à la première place, je dirais Oppenheimer par Christopher Nolan. En 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis initient dans le plus grand secret le projet Manhattan destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage J. Robert Oppenheimer, le brillant physicien qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique. C'est dans le laboratoire ultra secret de Los Alamos, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, que le scientifique et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences vertigineuses continuent de peser sur le monde actuel. Après Memento, après The Dark Knight, après Inception, Interstellar, après Dunkerque ou encore Tenet, voici Oppenheimer, le dernier de Christopher Nolan. Donc si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'adore Christopher Nolan et ce depuis des années et des années. Avec Baz Luhrmann, Christopher Nolan et donc Baz Luhrmann font partie de mes réalisateurs préférés, donc je me devais de voir ce film. Ce film, je voulais absolument le voir pour 3 raisons. La première, c'est que déjà c'est un Christopher Nolan. La deuxième, c'est que le casting est excellent. Déjà nous avons Cillian Murphy dans le rôle de Oppenheimer. Vous savez que j'adore la série Peaky Blinders et ce depuis que j'ai vu le premier épisode de la première saison il y a de cela des années et des années. J'aime trop Thomas Shelby joué par Cillian Murphy, donc déjà voilà, Cillian Murphy était une des raisons. Dans ce film il y a également Emily Blunt que j'adore depuis Le Diable s'habille en Prada et il y a aussi Robert Downey Jr. Donc voilà, la deuxième raison c'est que le casting est vraiment très bon et la troisième c'est que Oppenheimer a toujours été un personnage historique qui m'avait toujours intriguée. Donc toutes ces raisons ont fait que on s'est dépêché d'aller au cinéma. Bon malheureusement on n'a pas eu la chance d'aller le voir en IMAX ni en 70 mm mais bon hein, on l'a quand même vu. Ce film déjà pour commencer je dirais qu'il est différent de ce que Christopher Nolan a pu faire jusqu'à présent mais en même temps ce film c'est du Christopher Nolan tout craché. Oui c'est contradictoire mais c'est exactement ça que je ressens déjà. Avec ce film Nolan flirte vraiment avec l'âge d'or d'Hollywood et c'est clairement je dis pas le mot parce que je vais me faire censurer, c'est tellement le cas, mais vraiment c'est un chef-d'œuvre et ce encore une fois pour plusieurs raisons. Parce que déjà c'est du grand Nolan, parce que c'est un film qui est d'une justesse mais incroyable, d'une précision à la Nolan du début jusqu'à la fin. Clairement les 3 heures vous ne les voyez pas passer parce que le propre de Nolan c'est que il a une réalisation tellement particulière et bien propre à lui que du coup comment dire, la réalisation est fluide et ça nous tient en haleine en fait. Donc là dans ce film nous avons affaire à un enchaînement de scènes donc sur 3 timelines différentes sur je crois durant les 2 premières heures avec notamment donc une différence de colorimétrie quand c'est le point de vue d'un autre personnage que celui de Oppenheimer. Et ensuite sur la dernière heure nous avons donc 2 timelines différentes et encore une fois différence de colorimétrie, enfin
Clairement, il sait nous tenir en haleine. Les 3 heures, on ne les voit pas du tout passer puisque chaque scène est plutôt courte de façon à vraiment s'enchaîner et à ce qu'on ne perde pas du tout le fil, et chaque scène a son importance et donne une information importante dans l'histoire. C'est aussi un chef-d'œuvre parce que c'est un film qui est prenant, qui est captivant, intéressant, percutant, émouvant aussi, notamment à la fin. Nous sommes vraiment tenus en haleine du début jusqu'à la fin, comme si on retenait notre souffle parce que voilà, voilà, on est vraiment mais pris dans l'action, pris dans l'histoire, embarqué dans l'histoire de Oppenheimer. Ensuite, c'est un chef-d'œuvre parce que Cillian Murphy est incroyable. Le mot incroyable n'est pas assez fort parce qu'il est époustouflant, c'est ça, il est époustouflant et sa prestation est digne d'un Oscar. Cillian Murphy s'est grimé en Oppenheimer à la perfection. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a dû perdre du poids pour vraiment rentrer parfaitement dans la peau du personnage de Oppenheimer. Et donc déjà, vestimentairement parlant, je trouve que ça lui va mais comme un gant. C'est comme pour Thomas Shelby, je trouve que c'est voilà, il a c'est ce genre de vêtements, mais ça lui va mais trop bien. Et vraiment, il a été vraiment jusqu'au bout parce que Cillian Murphy, jusque dans ses mimiques faciales ou encore dans sa gestuelle, je trouve qu'il est époustouflant, mais vraiment. Et je sais pas si ça vous a fait la même chose si vous avez vu ce film, mais par moments, donc Oppenheimer ne parle pas. Et par moments, il y a juste ses yeux en fait, enfin je sais pas comment expliquer, mais j'avais l'impression en fait que Cillian Murphy, dans les scènes où il n'y a pas forcément beaucoup de dialogue ou dans les scènes où il ne parle pas, j'avais l'impression que même s'il ne parlait pas avec ses lèvres, j'avais l'impression que ses yeux nous parlaient silencieusement, tellement ses yeux sont expressifs et remplis d'émotions et de choses à nous transmettre et à nous dire. Enfin, je sais pas si ça fait la même chose, mais j'avais l'impression qu'il nous parlait silencieusement alors que juste avec ses yeux en fait. Franchement, j'espère qu'il sera nommé aux Oscars 2024 et j'espère qu'il remportera cet Oscar du meilleur acteur parce que il le mérite, mais tellement. Et en fait, à un moment donné, on voit dans ce film Rami Malek. Vous savez que c'est un acteur que j'adore, qui a joué dans Mr. Robot ou encore qui a joué bien sûr Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, l'un de mes films préférés avec Gatsby le Magnifique. Et clairement, il a joué à la perfection Freddie Mercury à tel point qu'il a eu un Oscar en 2020, 2019 si je dis pas de bêtises. Et en fait ça m'a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit tiens, Rami Malek il est là, en fait c'est pour transmettre que Cillian Murphy va aussi avoir un Oscar. Voilà, c'est une passation d'Oscar entre guillemets. Franchement la petite discussion que j'ai eue de moi dans ma tête. Mais en vrai ouais, j'espère qu'il aura cet Oscar parce qu'il le mérite mais tellement. Mais vraiment. Et je trouve que c'est un acteur qui est tellement humble, tellement incroyable. C'est vraiment un acteur que j'adore et je suis vraiment contente qu'on lui ait proposé ce rôle de Oppenheimer parce que ça va lui ouvrir encore plus de portes, ça c'est sûr et certain. Et aussi donc nous avons Emily Blunt qui est parfaitement convaincante et c'est une actrice que j'adore depuis qu'elle a joué dans Le Diable s'habille en Prada. Après on l'a vu dans des tas de films, mais c'est vrai que là, de jouer l'épouse de Oppenheimer, elle est mais vraiment parfaite. Il y a également Florence Pugh qui joue un rôle, bah là encore une fois hein, elle joue parfaitement bien, franchement c'est une actrice que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai redécouverte grâce à Don't Worry Darling, puisque je l'avais déjà vue dans Midsommar, et Midsommar c'est pas vraiment un film que j'avais adoré, il faudrait peut-être que je le re-regarde, mais c'est vrai que voilà, Florence Pugh franchement elle est incroyable. On a aussi Robert Downey Jr. qui franchement, mais il joue trop bien. Enfin là on le savait déjà qu'il jouait trop bien, mais là c'est un autre registre, bien loin de Iron Man, bien loin des précédents personnages qu'il a joué. Franchement là il est époustouflant. Et d'ailleurs petite mention spéciale au maquillage, mais vraiment aux maquilleurs qui se sont occupés de ce film, parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans ce film il n'y a aucun effet spéciaux. Christopher Nolan a tenu vraiment à ce qu'il n'y ait aucun effet spéciaux, donc du coup quand on voit les personnages qui ont vieilli c'est grâce au maquillage et franchement c'est une dinguerie, c'est trop bien fait. C'est aussi donc un chef-d'œuvre parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux et ça fait plaisir aussi. J'adore les effets spéciaux, attention, hein. Mais c'est vrai que de temps en temps voir des films où il n'y en a pas, des grands films de ce genre où il n'y en a pas, c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on retourne un petit peu aux sources, notamment à l'âge d'or d'Hollywood. Et c'est vrai que là il n'y a pas d'effets spéciaux. D'ailleurs Christopher Nolan a tenu à ce qu'il n'y en ait aucun. D'ailleurs il y a à un moment donné des images de bombes atomiques. Est-ce qu'il y en avait... Il y a des rumeurs qui courent comme quoi il en aurait vraiment fait péter une. Je ne pense pas, mais en tout cas il veut absolument garder ça secret, il ne veut pas dire comment il l'a faite, mais voilà, il n'y a aucun effet spéciaux. Ensuite c'est un chef-d'œuvre parce que la bande son de Ludwig Göransson, elle est
waouh, franchement je l'ai réécouté après le film, elle est dingue, mais vraiment la bande son elle est oufissime. Ensuite la photographie est vraiment très belle, la colorimétrie aussi, c'est un chef d'œuvre aussi parce que la fin elle est clairement bouleversante, et d'avoir été dans la vie de Oppenheimer, ça ouais c'est hyper bouleversant, mais vraiment. Et c'est aussi un chef d'œuvre parce que c'est un film dont on ne ressort pas indemne. Et maintenant j'attends qu'une seule chose, c'est la sortie du DVD pour déjà voir toutes les scènes coupées, pour voir aussi toutes les subtilités que Nolan a glissées dans ce film, et voilà, des subtilités que je n'aurais pas vu, et puis également le voir en version originale parce que la voix de Cillian Murphy je l'adore, donc je veux absolument le voir en version originale. Et pour terminer avec Oppenheimer, à votre avis pour quelle raison Christopher Nolan a eu cette idée de faire ce film? Eh bien la rumeur, la légende raconte que ce serait grâce à Robert Pattinson qui lui aurait offert à la fin du film Tenet le recueil, un recueil de notes d'Oppenheimer, parce que oui, Robert Pattinson savait que Christopher Nolan aimait ce genre de recueil, du coup il lui a offert celui de Oppenheimer, et apparemment ce serait à partir de là que Christopher Nolan aurait eu envie de faire ce film. Si c'est le cas, merci à Robert Pattinson parce que déjà il nous a livré une prestation incroyable dans Tenet, et puis aussi merci à lui parce que grâce eh bien, à son cadeau, eh bien, on a pu avoir ce film d'Oppenheimer qui est franchement un chef-d'œuvre. Voilà, sur ce, eh bien j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à dire votre avis en commentaire, bien sûr sans spoiler, et si vraiment ça vous démange de spoiler, et bien n'hésitez pas à marquer avant votre spoiler, et bien alerte spoiler, et mettre plein d'espace en dessous pour pouvoir justement éviter que des yeux qui n'auraient pas envie de lire ce genre de choses, et bien soient spoilés. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire quel dernier film vous avez kiffé de chez Kiffé. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye!